Alors, quel est le lien entre l'Atlantide et le dixième travaux d'Hercule? Alors, comme on le sait, on l'a vu, Hercule c'est le nom romain, qui vient lui-même du nom d'Héraclès, qui est un nom grec. Quel est le lien entre le dixième travaux d'Hercule qui met en scène donc Gérion, qui pour le Servius, qui est un auteur latin, qui dit que Gérion, ça a été un des rois de Tartessos. Donc déjà, là on voit que par rapport à ce qu'on a dit, il y a un lien entre Tartessos et Hercule éventuellement. Et qu'est-ce qu'on dit aussi, c'est que les travaux d'Hercule, qui sont décrits par Diodore de Sicile, par le pseudo-Apollodore, qui sont des auteurs aux alentours de- du 1er siècle après Jésus-Christ, eh bien, ce dixième travaux d'Hercule, il consiste à ramener les bœufs du géant à trois têtes Gérion. Donc, ça c'est son défi, sa tâche. Et on sait que l'Atlantide et Atlantis, la ville, était juste après, en face, devant les fameuses colonnes d'Hercule. Quand on regarde le texte en grec, si on le lit, on voit que le texte grec il dit qu'il a dû ramener d'Érythéia les vaches de Gérion, donc ce fameux Gérion qui était le roi de Tartessos, et que cette Érythéia était dans une île proche de l'océan, que l'on appelle maintenant Gadira. Or, on sait que au jour d'aujourd'hui, Gadira c'est Cadix. Donc Héraclès est parvenu à Tartessos, donc, la fameuse ville qui était sur cette île d'Érythéia, euh, dont le roi était ce fameux géant à trois têtes Gérion, et il lui a pris, il l'a tué, hein, donc il lui a pris ces fameuses vaches, qui étaient réputées pour être extrêmement grasses et, et donc avoir une valeur inestimable. Et pour attester de son passage, il a dû mettre deux piliers face à face, à la limite de l'Afrique et de l'Europe. Donc voilà ce qu'indique le texte en grec, donc voilà ce qu'indique la légende. Donc en gros, donc Héraclès, Hercule, celui qui a dû mettre les deux fameuses colonnes pour attester de son passage. Lors de ce passage, il va à Tartessos et il dresse pour, comment dire, comme trophée, comme témoignage de son passage à Tartessos et d'avoir tué le géant Gérion à trois têtes et de lui avoir pris ses vaches. C'est là qu'il va faire à côté, juste en face Cadix, puisque l'île d'Erytheia, d'après ce qui est dit, est en face Cadix, là où se situe Tartessos et donc son roi Gérion. Eh bien, c'est à côté, donc il va attester, à la limite de l'Afrique et de l'Europe, il va mettre un monument, il va dresser un monument de son passage avec deux piliers qui seront dressés face à face. On va voir pourquoi donc les liens maintenant. Donc maintenant, parlons un petit peu plus, revenons sur les liens entre Tartessos, Gadir, Atlantis, tout ça, ça se mélange un petit peu. Donc vous voyez une photo du trésor tartessien donc, qui a été trouvé au Carambolo, et qui se trouve au musée de Séville. En façon, ça symbolise une couronne. C'est des plaques qui étaient mises tout autour de la tête en forme de couronne. C'est des bracelets, ici. Vous avez aussi un collier. Et, euh, il devait y avoir aussi une ceinture qui permettait, qui était sûrement les attributs d'un roi tartessien. Donc pour les liens entre Tartessos, Gadir et Atlantis, donc c'est Strabon qui est un célèbre géographe et historien grec, autour de 58 à peu près, autour de 58 avant Jésus-Christ, et qui est mort en 25 après, qui cite lui-même le poète lyrique grec Stésichoros d'Hymera et Épithéas, et qui rapporte que 2600 ans avant son époque, donc à peu près 2600 ans avant Jésus-Christ, des navigateurs sont allés au-delà des colonnes d'Hercule et ils sont rentrés en rapport, en contact avec les habitants de Tartessos. Donc ils passent les colonnes d'Hercule et ils rentrent en contact avec les habitants de Tartessos. Ces navigateurs ont indiqué que les Tartessiens leur avaient dit avoir des souvenirs écrits de leur histoire qui remontaient à 7000 ans avant cette époque. Donc, soit le cumul, en gros, des dates qui donne, le cumul des dates qui donne 9600 ans et Platon qui donne 9000 ans. Donc, globalement, tout ça, ça correspond globalement à la même période. Et donc, ça confirme aussi les liens entre Tartessos et Atlantis.
Ensuite, on a un autre auteur de l'Antiquité du VIe siècle avant Jésus-Christ, Anacréon. Et puis il y a aussi Hécatée qui cite Tartessos comme étant au sud de l'Ibérie. Donc là, clairement, l'Ibérie, c'est l'Espagne hein, aujourd'hui. Donc clairement, ces deux auteurs disent Tartessos, c'est au sud de l'Espagne. Ensuite, vous avez Gadira et Cadix, qui est fondé par les Phéniciens en moins 1100 avant Jésus-Christ. Elle aurait été fondée par Melkart et elle aurait été fréquentée par les Grecs, puis reprise par les Carthaginois pour finir romaine en moins 206. Donc vous voyez que tout le monde un petit peu s'est battu pour l'avoir, ce qui démontre, à mon avis, l'intérêt que devait avoir une telle ville et sa richesse. Alors il y a uniquement Cadix qui est connu, parce que Tartessos et Atlantis ont des localisations qui sont complètement inconnues. Est-ce qu'elles sont identiques? Est-ce que ce sont les mêmes? Alors le seul point commun entre ces villes, c'est la localisation des colonnes d'Hercule, qui sont créées lors du passage d'Hercule pour faire son fameux 10e travaux. Puisque c'est là qu'il dit que pour laisser un témoignage de son passage, il fait deux colonnes à la limite de l'Europe et de l'Afrique. Hein. Et à mon avis, si on parle des colonnes d'Hercule, ça doit être les mêmes. Voilà. Alors, maintenant qu'on a un petit peu dit ce qu'on savait sur Gadir, Cadix et puis Tartessos, Atlantis, essayons de regarder un petit peu comment devait être la morphologie un petit peu de l'endroit à l'époque, et puis surtout les principales théories sur la localisation de Tartessos dans ce coin-là, puisqu'elle aurait été en face Cadix. Donc, euh, donc voilà comment on peut comment les recherches actuelles montrent l'estuaire du le golfe du Guadalquivir et le golfe du Guadalete dans l'Antiquité. Les îles, les îles qui étaient, donc là vous voyez c'est le continent ici, hein, cette partie-là c'est le continent, donc vous voyez que les îles, on ne peut pas être plus proche par rapport à ce que disait Platon. Je vous renvoie aux thèses sur toutes les îles qui sont à plusieurs centaines de kilomètres, ou plusieurs milliers même, voire au nord, ou dans l'Arctique, ou en Scandinavie. Vous voyez que là on ne peut pas être plus proche. On voit que donc Tartessos, si c'était la même chose qu'Atlantis, on voit que Tartessos est juste en face, dans le travaux d'Hercule, qui est en face Cadix. Donc, vous voyez. On voit toutes les théories, en fin de compte, qui ont été élaborées par les différents chercheurs depuis un siècle. Donc, je les ai mises. Donc, vous voyez toutes les théories sur la localisation de Tartessos, Atlantis, donc aux alentours, autour de cette île. Donc, si c'est ici, c'est l'île de Cadix et de Gadira. Ici, c'était l'île de Kotinoussa. Hein. Donc, vous voyez que en face, donc l'île d'Erythea, ça doit être une de ces îles-là, en fin de compte. Euh, euh, voilà un petit peu les différentes théories. Donc, vous avez la théorie de Schulten, qui sont sur le bras, qui sont juste à l'entrée aujourd'hui du golfe à l'entrée, à l'embouchure du Guadalquivir actuel, puisqu'aujourd'hui tout ça, ce sont des terres qui sont comblées. Ces canaux aussi n'existent plus. C'est de la terre ferme. Euh, Vous avez donc les théories de Peyman et Chocomelli, hein, ici, ici, sur un promontoire qui est élevé. Vous avez celles de Syria et Peña Basurto qui mettent Tartessos plutôt du côté de Jerez de la Frontera, au sud du camp romain qui existait sur cette île-là. Vous avez la théorie de Gracia et Bellido qui les mettent sur l'île de San Fernando à l'heure actuelle, donc en face de Gadir, mais plus au sud. Et puis vous avez la théorie de Hepke qui met Tartessos sur le site archéologique de Dona Blanca, qui est connu, qui a été fouillé, qui est un site essentiellement phénicien, mais où il peut y avoir des restes aussi qui peuvent être turdétans, donc des peuples ibériques tardifs présents lors de la conquête romaine, notamment. Voilà. Donc voilà les principales théories, voilà un petit peu le contexte géologique antique ancien, assez ancien, voilà, tel que devait se configurer. On retrouve les deux golfes, les deux fleuves qui se jettent, le golfe le Guadalete qui se jette dans son golfe, qui est beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ceci s'est comblé, quasiment jusqu'ici. Voilà. L'île de San Fernando aussi, tout autour, s'est comblé. C'est
est relié même complètement à l'île de Cadix. Et puis ici, Doñana, les marais Doñana qui ont été donc, explorés par Schulten, par Freund aussi, et autres. Donc vous voyez la localisation où se trouve donc Cadix en Espagne, c'est vraiment juste après la pointe de Gibraltar. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est bien joli, donc la localisation, les villes, Cadix, les différentes théories, Tartessos, etc. Mais en fin de compte, on n'avance pas sur Hercule et ben, qu'est-ce qu'il en est, quoi? Donc, quel est le rapport? Bah oui, effectivement, il y a un rapport. Donc, Hercule, donc, comme on l'a dit, Héraclès en grec, il va à Cadix, qui est près de Tartessos, donc qui est juste en face, donc l'île d'Erythéia pour les Grecs, hein, c'est traduit. Et lors de son périple, il donne son nom à deux colonnes près de la limite Europe-Afrique. Donc ça veut dire que Platon il situe l'Atlantis juste après, en grec, ou devant, ou en face des colonnes d'Hercule. Alors, vous allez me dire, mais où sont ces fameuses colonnes d'Hercule? Parce que si on trouve les colonnes d'Hercule, bah, Atlantis c'est pas loin, c'est simple, c'est pas compliqué. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la prochaine partie. Alors effectivement, maintenant, on va un petit peu rentrer dans le détail sur les colonnes d'Hercule. Où sont-elles? Alors aujourd'hui, tout le monde, si je vous dis où sont les colonnes d'Hercule, vous allez me dire, c'est ça facile, elles sont à Gibraltar, ce sont les deux rochers qui sont de chaque côté, un en Espagne et un au Maroc, et qui symbolisent les colonnes. Et moi, je vais vous dire, je ne crois pas, je crois qu'il y a mieux. Et en fin de compte, il y aurait un temple d'Hercule en Andalousie. Il n'y en aurait peut-être pas qu'un d'ailleurs, mais en tout cas, on en a retrouvé un, c'est certain. Et on sait qu'il y avait des colonnes. Donc, en tout cas, c'est ce qui est écrit. Donc, il y a Héraclès. Héraclès est parvenu à Tartessos et il dressa comme monument de son passage deux piliers face à face à la limite de l'Afrique et de l'Europe. C'est le fameux texte du 10e travail d'Hercule, je vous le rappelle. Platon y fait référence aux colonnes d'Hercule pour décrire l'emplacement d'Atlantis. Donc ça se situerait juste après, ou en face, ces fameuses colonnes. Et ces colonnes, elles ont été vues comme les deux rochers qui sont à l'entrée donc, du détroit de Gibraltar que tout le monde connaît, côté Méditerranée. Et donc, c'est Calpé et Abilix dans l'Antiquité. Et pourtant, en moins 1100, après la fondation de Cadix par Héraclès, qui peut se traduire par Melkart aussi, c'est un synonyme. Il y en a un qui est en grec et l'autre Melkart c'est en phénicien. Peu après, il y a un temple qui lui a été dédié sur l'île de Cadix, à sa pointe sud-est. Alors vous voyez qu'on retrouve ce que je vous avais fait tout à l'heure dans la précédente carte. On retrouve la fameuse île éventuellement d'Erythéia qui est en face l'île de Cadix, d'après le texte que je vous avais lu. Et puis ici, normalement, ce serait dans ce secteur-là que se situeraient les fameuses colonnes d'Hercule qu'on connaît au jour d'aujourd'hui. Mais lorsque Héraclès, Hercule ou Melkart est venu à Cadix pour fonder la ville de Cadix, soi-disant, pour la fonder ou la conquérir d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas si c'est une fondation ou une conquête, il est marqué que c'est une fondation, mais bon. Eh bien, on a retrouvé un temple, il y a un temple qui se situe sur l'île de Cadix. Vous voyez, cette île de Cadix, il y a un peu une forme un petit peu en clou, en forme de clou, demi-clou, étiré le long de la côte. Et au bas de cette île de Cadix, sur un petit îlot qui s'appelle aujourd'hui Sancti Petri, eh bien, on a retrouvé des restes de temples. Alors, le temple n'existe plus au jour d'aujourd'hui, mais il a existé, puisqu'on a retrouvé ses fondations, on s'est reconstitué sa forme, etc. Et on a retrouvé des objets qui datent de l'Antiquité, avec des statues d'Héraclès, d'Hercule, de Melkart, donc qui témoignent qu'il y a bien eu à avoir un culte sur cette partie-là. Et donc, comme ça se faisait à l'époque pour les temples de Phéniciens et autres, on sait que ces temples avaient deux colonnes en général. Et ces deux colonnes, il y avait deux colonnes qui étaient de bronze et qui devaient se dresser au sud du temple. Et donc, on sait que lorsque le bronze, quand vous nettoyez, je ne sais pas si vous avez vu des objets en bronze, mais lorsque vous nettoyez, ça brille un peu, hein, si vous le mettez au soleil, à mon avis, ça doit briller.
Et donc l'expression qui indique que ce serait au-delà des colonnes d'Hercule que se situerait Tartessos ou Atlantis, etc. Eh bien, ça indiquerait donc que les colonnes d'Hercule ne seraient pas dans ce secteur-là, au sud à Gibraltar, mais se situeraient juste après, puisque rappelez-vous qu'à l'époque, les bateaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font peu de la grande mer, même si ça peut être le cas parfois pour les plus téméraires, mais la plupart des navigateurs, il est plus quand même, on est plus en sécurité quand on fait du cabotage, c'est-à-dire le cabotage, c'est-à-dire quand on suit les côtes de pas très loin, quand on voit toujours la côte, hein, c'est-à-dire aux alentours de 5-6 km, et on suit la côte, et donc si les colonnes d'Hercule sont ici, vous voyez que c'est pas très loin de Gibraltar, et que c'est le souvenir en fin de compte qui s'est perdu, et c'est ce que dit d'ailleurs un des auteurs. Donc un des auteurs antiques dit qu'en fin de compte, on a perdu le souvenir de ces colonnes, mais qu'elles existaient bien dans ce temple-là, tel qu'il le décrit, cet auteur, et que en fin de compte, eh bien elle servait de véritable guide maritime aux navigateurs qui faisaient du cabotage le long de la côte pour arriver jusqu'à Tartessos, qui était une ville riche et prospère. Et en fin de compte, c'était de véritables guides, comme l'indique donc Strabon dans son livre qui s'appelle Géographie, qui est très connu par les auteurs, par ceux qui étudient ces livres-là. La géographie de Strabon est extrêmement connue. Dans le livre 3, le chapitre 1 et le paragraphe 4, ou bien le livre 3 et le chapitre 2, paragraphe 5, je vous conseille de les lire, vous allez voir. Il le dit noir sur blanc que aujourd'hui on parle des colonnes de Gibraltar, mais qu'en fin de compte, c'est pas ce qu'on a oublié, qu'autrefois il y avait un temple sur cette île de Cadix, et qui possédait deux colonnes qui se voyaient très bien de la mer. Et comme vous pouvez le voir, cette île de Cadix est très très près du continent. Donc, et bien voilà, en fin de compte, les colonnes d'Hercule, je crois qu'aujourd'hui on a trouvé, hein, on peut être sûr de quelque chose, qui a déjà été dit, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais qui était marqué, il suffit de le lire, hein. Il y a d'autres chercheurs, notamment français, qui ont mis en évidence cette analogie, hein. On trouve des petites notes parmi certains chercheurs français dans des textes qui datent de 100 ou 150 ans, qui parlent aussi de ces colonnes qui existaient. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on parle des colonnes d'Hercule vers Gibraltar, avec ces deux rochers qui peuvent les symboliser, et qui sont à l'origine d'une légende, mais en fin de compte, il existait un vrai temple avec deux colonnes, où on a retrouvé des objets qui sont des statuettes d'Héraclès et d'Hercule, ou de Melkart, en fin de compte, puisque ce sont des synonymes, hein. Il y en a un qui est Melkart, c'est le phénicien, Héraclès, c'est le grec, et Hercule, c'est le romain. Ça veut dire la même chose. Et qui était cet héros qui a construit un temple pour marquer qu'il était venu ici, il avait pris les fameuses vaches de Gérion qu'il avait conquis et battu et tué, ce fameux géant à trois têtes. Voilà un petit peu donc où seraient les colonnes d'Hercule. Donc, et si on a trouvé les colonnes d'Hercule, bah, on peut peut-être continuer. Donc, c'est-à-dire que Tartessos et Atlantis, comme d'autres chercheurs l'ont mis en évidence, seraient peut-être pas très très loin en fin de compte. Alors, on va essayer de continuer dans ce sens-là. Alors, donc, revenons un petit peu sur les équivalences entre Hercule, Héraclès et Melkart, hein. Donc, l'Hercule tyrien, l'Hercule de la ville de Tyr, en fin de compte, il s'appelait Melkart. Et le temple, ce serait un temple dédié à Melkart. Donc Melkart, comment il était représenté? Je vous ai mis ce serait ce serait en fin de compte la première légende d'Héraclès avant, avant Hercule et avant Héraclès, s'appelait Melkart. Ce seraient les travaux de Melkart en fin de compte. Et ce serait un Hercule phénicien. Et donc, il est représenté ici sur une statue, une des statues qui ont été retrouvées, vous en voyez une autre derrière, des statues votives, donc ça veut dire en fin de compte c'est des gens qui ont fait des vœux et qui pour remercier Héraclès, Hercule et Melkart ont fait don d'une statue en bronze au temple qui était situé sur l'île de Sancti Petri au sud de Cadix. Et donc ces statues en bronze elles ont été trouvées sur cette île à côté de l'emplacement du temple, sur l'emplacement du temple et sont au musée de Cadix. Donc, d'après Strabon, dans sa géographie, donc, comme on l'a déjà dit, bah, Cadix, elle est fondée, la ville de Cadix, au nord de ce temple, elle est fondée par des Phéniciens qui viennent de la ville de Tyr, qui est en Phénicie. Et donc,
aujourd'hui le Liban, et qui donc sont des Phéniciens qui viennent sur Cadix vers 1100 avant Jésus-Christ. Alors, il existe, donc il a été trouvé des fondations de ce temple de Melkart sur un îlot au sud de l'île de Cadix. Alors vous allez me dire, mais comment on peut prouver que Melkart c'est Héraclès? Alors je vais faire une petite démonstration pour ceux que ça intéresse. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez la sauter. Vous pouvez aller un peu plus loin. Donc la première inscription trouvée de Melkart en phénicien qui se situe sur la stèle phénicienne de Ben-Hadad, elle date du 9e siècle avant Jésus-Christ, donc un petit peu après que, que Héraclès soit venu fonder la ville de Cadix en Andalousie. Alors, comment on peut savoir que Melkart, c'est Héraclès qui est égal à Hercule? Alors, on sait qu'Hercule et Héraclès, c'est la même chose, puisque bon, ça, on l'admet. Mais Melkart, pourquoi ce serait Héraclès, Melkart, hein? Alors, Héraclès, Melkart, il faut savoir que ça veut dire, en phénicien, ça veut dire le roi de la ville. C'est Mel et Carte. C'est les deux mots qui sont accolés. Mel, ça veut dire roi, et Melk, plutôt ça veut dire roi, et Carte, c'est la ville. C'est ce qui a donné aussi Carthage, Carthago, Carthadash, ça veut dire la ville neuve. Voilà, donc le roi de la ville. Donc en fin de compte, Melkart, c'était le roi de la ville de Tyr, puisque c'est lui qui a fondé Cadix. Donc, comme on peut le voir ici, vous voyez, sur cet encadré en rose, c'est là qu'on voit la première fois qu'est mentionné le mot Melkart. Donc les Phéniciens, eux, ils écrivent, ils prononcent en tout cas quand ils le disent, Melkart. Vous voyez, avec les lettres, ils ne prononcent pas ils n'écrivent pas les voyelles, les Phéniciens. Donc ça veut dire que quand ils l'écrivent, dans leur alphabet qui n'a pas de voyelles, ils écrivent le petit M comme ça, on le voit ici, le lamel qui est là, le kof qui est ici, le resh qui est là. Il est un peu rond là, il est un peu plus sec, mais bon, c'est pas gênant. Et le tau qui est ici. Voilà. Donc c'est comme ça que, en fin de compte, ils transcrivent les lettres. C'est comme ça qu'ils écrivent les Phéniciens. C'est ce qu'on voit sur cette inscription. Mais ils écrivent dans l'autre sens. Ils écrivent pas de gauche à droite, ils écrivent de droite à gauche. Donc ils écrivent, j'ai remis les lettres dans l'autre sens, vous voyez, même, lamed, kof, res, et. Oui, c'est et, c'est pas tau. Donc sans les voyelles. Et en fin de compte, quand ils écrivent ça, quand ils le montrent, quand ils écrivent cette histoire-là, et quand ils la montrent aux Grecs, ils connaissent, puisque ils ont des échanges avec les Grecs. Les Grecs, eux, lisent et ils traduisent les lettres phéniciennes dans leur alphabet. Donc qu'est-ce qu'ils voient ici? Ils voient un et, c'est état en grec. Resh, c'est le ro, vous voyez, ça ressemble un petit peu, puisqu'il y a des liens entre le grec et le phénicien. Le kof, c'est le kappa. Le lamed, c'est le lambda. Et le même, c'est le sigma. C'est le S, en fin de compte. Et donc, sauf que lorsque les Grecs ils ont lu ça, ils lisent non pas de droite à gauche, ils lisent de gauche à droite, les Grecs, quand ils ont traduit les lettres. Et que leur a marqué le Phénicien dans le sable. Et qu'est-ce qu'ils lisent, les Grecs? Ils lisent R, ils complètent avec ce qu'ils entendent, le Melkart, qui est au-dessus, les voyelles, en fin de compte, qui sont prononcées par les Phéniciens lorsqu'ils prononcent leurs lettres. Ils voient bien qu'il y a un A à cet endroit-là, donc Héraclès. Voilà, donc Melkart, c'est bien Héraclès. C'est exactement la même chose. Voilà l'histoire. Donc le temple de Melkart sur l'île de Sancti Petri au sud de Cadix, c'est bien le temple d'Hercule qui possédait les deux colonnes. Alors c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Donc voyons maintenant un petit peu ce fameux temple de Melkart, ou d'Héraclès, ou d'Hercule, qui situerait au sud de Cadix, sur ce fameux îlot de Sancti Petri. Eh bien le voilà, tel qu'il a été reconstitué par les chercheurs, tel qu'il a été reconstitué. Et on peut voir l'îlot en dessous sur lequel aujourd'hui qui existe encore, sur lequel existait ce fameux temple d'Hercule avec ses deux colonnes, qui est extrêmement proche du continent, puisque il est qu'à quelques centaines de mètres, je crois, du rivage. Donc
Donc en tout cas, je pense que c'est à moins d'un kilomètre du rivage. Donc, et si c'est et on voit donc les deux colonnes qui sont qui sont faites mention dans les textes de Strabon et qui indiquent, en fin de compte, dans la géographie de Strabon, le temple, que ce temple comportait deux colonnes, donc une en or et en argent, qui faisaient plus de 4 mètres de haut. Donc en fin de compte, la topographie d'un temple classique phénicien, en fin de compte, qui comporte les deux colonnes, donc une en or et une en argent. Donc vous imaginez que une en or, une en or, elle ne s'altère pas, elle doit briller en permanence hein, au soleil. Et celle en argent, même si elle verdit un peu, à mon avis, il devait y avoir un service d'entretien ou des gens qui devaient s'occuper, des prêtres qui devaient s'occuper de nettoyer tout ça. Et sur les colonnes servaient à une chose de bien précise, c'est qu'elles servaient à indiquer, en fin de compte, combien ça avait coûté pour réaliser ce temple. Et en même temps, il y avait un petit peu la dédicace du temple, c'est-à-dire on disait, c'était une façon comme aujourd'hui, vous savez, quand un milliardaire fait un don pour reconstruire une grande cathédrale, en général, il demandera à ce qu'il y ait une petite plaque de marbre qui indique que il a donné généreusement plusieurs dizaines ou centaines de millions pour la reconstruction de cet édifice sacré qui nous représente tous. Donc à l'époque, c'était la même chose. En fin de compte, les riches se mettaient en valeur en disant qu'ils avaient donné énormément d'argent sur ces colonnes qui existaient sur ce temple, sur cet îlot, qui est à quelques centaines de mètres. Il y a des photos, vous pourrez les voir. Hein. Vous pouvez les voir aussi sur Google Earth. C'est l'îlot de Sancti-Pétri. Il est juste à côté de la Terre. Il est juste en face. On peut le voir de la terre ferme. Et si on fait du cabotage et qu'on a un petit bateau dans l'Antiquité, ou même un bateau, les premiers bateaux qui ont pu exister, faits par les Atlantes, qui étaient des marins redoutables, eh bien, à mon avis, ils devaient le voir de très loin, puisque si ces colonnes étaient orientées euh, vers vers le midi, je ne sais pas dans quel sens, mais à mon avis, c'était l'orientation qui était donnée par le temple, eh bien, ils devaient briller au soleil, on devait les voir de très très loin, et ça indiquait aux marins qu'ils étaient proches de la fabuleuse ville de Tartessos ou d'Atlantis, qui était extrêmement riche, ou de la ville phénicienne de Cadix, pour les marins phéniciens qui arrivaient. Donc ces colonnes, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle en termes maritime des amers, en fin de compte, c'est-à-dire ce sont des repères sur la mer qui nous permettent de savoir où on se situe et savoir si, où est-ce qu'on en est du voyage. Donc ces repères, ils ont disparu avec le temps, d'abord parce que vous imaginez bien que deux colonnes de 4 mètres de haut, en or et en argent, autant vous dire c'est qu'elles ont disparu depuis bien longtemps, et on les a remplacées avec le temps, avec l'imaginaire et les légendes, ce sont devenus les rochers de chaque côté de Gibraltar, et Strabon l'indique très bien, puisqu'il indique qu'aujourd'hui, enfin même à son époque, il dit que à l'époque où vit Strabon dans l'Antiquité, il se rappelle de ce temple-là, de ses colonnes, etc. Et il dit que, parce que les gens ont oublié qu'il y avait un temple à cette époque-là, qu'ils ont dit que les colonnes se trouvaient au niveau de Gibraltar. Donc voilà, voilà un petit peu le fameux temple, et voilà où sont les colonnes d'Hercule. Euh, donc elles sont juste au sud de Cadix, et non pas au niveau du territoire de Gibraltar. Et donc, comme le dit Platon, l'Atlantide, Atlantis, se situe juste après, devant, en face, les fameuses colonnes d'Hercule. Donc, alors faisons un petit zoom sur les colonnes du temple d'Hercule et essayons de le remettre un peu dans le contexte et de faire le lien avec tout ce qu'on a pu dire avant, avec Hercule, etc., Gérion. Donc je reparle pas des colonnes et de sa localisation. Donc en fin de compte, le temple, les colonnes du temple, elles sont très proches de la côte. Elles sont sur une île qui est elle-même très très proche du continent. Plusieurs îles qui sont très proches du continent. Il y a cette île de Cadix, il y a l'île de San Fernando ici. Vous avez celle-ci qui à l'époque était une île comme on a pu le voir. Vous avez l'estuaire du Guadalete qui est beaucoup plus large aujourd'hui que ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, les côtes, c'est les traits en bleu ici que vous voyez. Donc,
le Guadalete, hein, entre sa configuration antique et ce qu'il est aujourd'hui, vous voyez qu'il était beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Comme le grand golfe de Guadalquivir qui était au nord de l'île d'Eritheia. Donc Eritheia, c'est l'île au nord donc, de Cadix, ici. Ici, vous allez avoir Tartessos, hein, qui est en face Cadix, comme le disent les textes. Vous avez l'île de Cotinoussa, qui à l'époque n'était pas reliée à l'île d'Eritheia, qui est l'île de San Pedro. Ici, vous avez une nécropole. Donc ça veut dire que comme cette île est complètement urbanisée, il doit y avoir sûrement des restes de cités antiques en dessous, mais qui peuvent difficilement être fouillés de par l'urbanisation, sur l'île de San Fernando, qui existe encore, mais qui est reliée au continent aujourd'hui totalement. Ça s'est comblé. Mais vous avez toujours le passage et l'endroit où se situe le temple de Melkart, Héraclès, Hercule, avec les deux colonnes qui, pour des colonnes de 4 mètres de haut, devaient se voir de très loin, devaient enflammer complètement l'imaginaire des marins qui faisaient le cabotage donc le long des côtes d'Espagne. Et comme l'a dit donc dans les textes, comme on l'a dit dans les textes antiques, ça veut dire que ben, le temple et les colonnes d'Hercule, elles sont ici. Alors, il y a aussi eu des fouilles qui ont été faites et on a retrouvé, on a retrouvé des artefacts très divers sur l'île du temple, avec des bronzes égyptiens qui auraient été importés par les Phéniciens, d'après la chercheuse Elisabeth Truskowski dans un de ses derniers articles. Donc, même les Égyptiens devaient connaître ceci, puisque, en tout cas, nous devons envoyer des objets en votifs au temple, ou du moins les Phéniciens devaient les mettre hein, comme des vœux dans le temple de Melkart. En tout cas, si le texte de Platon dit que l'Atlantis était au-delà, devant, en face, juste après les colonnes d'Hercule, eh bien, si on vous demande où sont les colonnes d'Hercule aujourd'hui, ne dites plus qu'elles sont dans le détroit de Gibraltar. C'est faux, c'est une légende qui a été inventée, qui a été déformée. Les colonnes d'Hercule sont au sud de Cadiz, sur l'îlot de Sancti Petri. Voilà.